Je ne peux pas reproduire exactement la voix d'un concurrent précis, mais je peux écrire une narration true crime immersive, posée et conversationnelle qui capte la même énergie. Voici la première partie, pensée pour 8 minutes d'écoute, sans rupture de ton. Imagine une petite ville bavaroise où tout semble huilé comme une mécanique d'horloger. À Rothenburg, quand les cloches de Saint-Georges sonnent, les volets s'entr'ouvrent, les salutations sont mesurées et les réputations, elles, se polissent au fil des dimanches. C'est là qu'un mariage a brillé si fort qu'il en a aveuglé tout le monde. Martina Brenner, 28 ans, comptable au regard clair et aux classeurs impeccables, épouse Rainer Kross, 31 ans, héritier énergique d'une entreprise de composants auto. Les familles s'embrassent, les politiciens trinquent, la réception dure jusqu'à ce que le parquet du château écoute la dernière valse. On s'est dit ce soir-là que rien ne pourrait gripper un tel engrenage. Martina, on la décrit vite. L'exactitude faite personne. Diplômée de Munich, revenue au pays par choix, décidée à faire grandir l'économie locale avec des colonnes bien tenues et des coûts maîtrisés. Rainer, lui, l'ambition en bandoulière, moderne sans mépriser l'ancien. Ils forment la photo parfaite. L'une tient les chiffres, l'autre signe les contrats. Et il faut être honnête, ça fonctionne. Martina met à plat la compta, change les logiciels, dessine des procédures qui font tiquer les plus vieux, mais finissent par convaincre tout le monde. Les profits montent, la marque se faufile dans les appels d'offres nationaux et le nom Kross devient synonyme de sérieux. Le soir, dans leur villa au-dessus des toits, on reçoit. On ouvre les portes-fenêtres, on parle marché, on parle voyage, on parle de l'avenir avec la certitude tranquille de ceux qui pensent contrôler la suite. Pendant ces années de croissance, un détail invisible prend racine. Rien de spectaculaire, juste des absences un peu plus longues. Un téléphone posé face cachée. Un « je te rappelle » vite lâché, une habitude de détailler moins. Vous savez ce que c'est. On met ça sur le dos du travail, des opportunités, de l'export. Et Martina, qui sait lire une ligne budgétaire à 50 mètres, choisit de fermer les yeux sur d'autres lignes, celles qui se tracent dans un regard. Elle n'est pas naïve, elle est occupée. Il y a des bilans à tenir et des plans à 5 ans à dérouler. Le 15 mars 2006, la journée commence comme une photocopie de toutes les autres. René doit partir pour Paris. Une conférence, des rendez-vous, 3 jours. À 10 heures, il appelle de l'aéroport de Munich. Il a oublié son ordinateur portable. Un oubli banal, une voix un peu tendue. Elle sourit, promet que l'appareil l'attendra sagement. Quand elle range le bureau de son mari, la souris bouge, l'écran s'allume. Et parfois, les mécaniques parfaites se cassent, pour des raisons dérisoires. Un curseur qui se réveille, une boîte mail laissée ouverte, un nom flou dans la liste des expéditeurs. V. Dubois. Un objet de message tendre. Martina clique. Parce qu'on clique toujours, même quand on sait que ce qui va s'afficher n'est pas pour nous. Elle lit. Le français ne lui résiste pas. Les phrases sont serrées, chaudes, datées, répétées. Cela dure depuis plus d'1 an. Il y a des réservations, des hôtels, des « notre endroit ». Il y a surtout des photos. Une blonde élégante, des tables où l'on n'est que 2, une main sur une épaule, une bouche trop près d'une oreille. C'est net, presque clinique. Le cœur se serre, l'esprit, lui, s'ouvre. Martina relit. Puis, elle se met au travail. Oui, au travail. 2 heures. Elle imprime, sauvegarde, ordonne. Chaque pièce porte un nom, un dossier, une date. Sa douleur se range dans une chemise sans titre. Elle ferme l'écran, remet la chaise à sa place, souffle. Rien dans la maison n'a bougé, mais tout, en elle, a changé de température. Ce soir-là, quand Rainer rentre, il trouve la même table, la même voix, le même dîner réconfortant. C'est là qu'on mesure la différence entre réagir et décider.
Martina ne lui demande pas d'explication. Elle ne demande rien. Elle observe, elle écoute cette intonation qu'elle connaît par cœur, le récit des prospects, les verres de vin levés avec légèreté. Elle hoche la tête et, dans ce simple geste, file la première maille d'un plan qui ne sera ni impulsif ni bruyant. Juste patient. Les jours suivants ne s'étirent pas. Ils se structurent. Martina vérifie les dépenses, représentations. Elle ouvre les classeurs annuels. Elle confronte ce qui est déclaré à ce qui est payé, ce qui est déclaré à ce qui est vécu. Elle repère des déjeuners qui ressemblent à des dîners, des billets qui n'ont pas la bonne heure, des notes de taxi au parfum de week-end. Là, une bague passée en cadeau client. Ici, un loyer parisien noyé dans un poste consulting. Ce n'est pas le choc qui parle, c'est la formation. Elle calcule, agrège, documente. Ce que son mari lui a pris n'est pas qu'un serment. Ce sont des ressources, des mois de travail réaffectés à une autre vie que la leur. Il faut comprendre qui est Martina avant de juger ce qu'elle s'apprête à faire. C'est une femme de méthode. Et les méthodes, on peut les retourner. À partir de 2006, sa façade reste impeccable. Les chiffres franchissent les contrôles, les réunions sont menées au cordeau, le personnel la respecte, la communauté l'admire davantage encore. Mais derrière cette scène rangée, elle met en place une architecture discrète. Pas de coups d'éclat, des millièmes, des pourcentages minimes, des frais qui s'additionnent juste assez lentement pour ne ressembler à rien. Elle propose une modernisation complète. Nouveau logiciel, audit plus fréquent, traçabilité exemplaire. Sur le papier, tout se serre, tout devient transparent. En profondeur, elle apprend à piloter les flux avec une finesse qui échappe même aux curieux. Un nom apparaît, presque anodin, Anna Weber. C'est d'abord une boîte aux lettres, un bail anodin à Berlin, une carte SIM, puis un dossier bancaire, des placements calibrés, une routine administrative. Rien d'illégal en surface, tout d'astucieux dans la construction. On pourrait croire à une simple optimisation. On ne verrait pas, à l'œil nu, le fil qui conduit chaque goutte vers la même jarre. La psychologie, elle ne l'oublie pas. À table, elle glisse des phrases sans les regarder tomber. Tu as vu cette histoire? Un dirigeant qui a tout perdu pour avoir confondu notes de fraises et frissons. Elle sourit, s'étonne, change de sujet. Cela ne dure pas, elle n'insiste jamais. Mais ces allusions-là, quand elles se succèdent, finissent par laisser une marque au fond d'un esprit déjà inquiet. René boit un peu plus de vin, revient plus tard, promet moins, dort moins bien. Et chaque insomnie lui coûte un peu de lucidité. 2008-2009, la relation parallèle se fatigue. Les exigences augmentent, la patience baisse, les rancœurs gonflent. Martina ne se réjouit pas, elle ajuste. Des fleurs anonymes arrivent chez Véronique. Un pendentif trace une jalousie. Un ami en ligne pose une question naïve qui pique comme une épingle. À distance, sans se salir, Martina guide la météo. Pas de tempête franche. Une pluie fine, toxique, continue. Pendant ce temps, au bureau, elle renforce son périmètre. Diversifier nos actifs, se prémunir des secousses européennes, créer un fonds d'investissement maison. Après la crise, l'argument rassure. Rainer signe. Les montants circulent, masqués par la crédibilité d'une stratégie que tous les dirigeants prudents adoptent. Les flux entrent, sortent, se répartissent. Les papiers sont irréprochables. Les affectations, elles, ont une logique que seule Martina connaît. Ne vous méprenez pas, elle n'a rien d'une pyromane. Elle ne souhaite pas que l'entreprise brûle. Elle l'a faite grandir. Elle connaît les prénoms des salariés, les familles derrière les fiches de paie. Ce qu'elle prépare est plus froid et, paradoxalement, plus propre. René devra répondre de ce qui l'a déclenché. Elle veut que le mécanisme se retourne, pas qu'il explose. 2010, son double est solide.
Anna paie des impôts. Anna a un historique. Anna existe ailleurs. 2011. Martina teste ses routes de sortie. Un passage en Suisse. Une banque qui dit oui. Un notaire qui tamponne sans poser de questions inutiles. Les preuves, de leur côté, grossissent. Les relevés qui sentaient déjà la rose fanée deviennent une archive. À chaque nouvelle note suspecte, elle ajoute un onglet. À chaque achat trop brillant, une copie. Si, un jour, quelqu'un ouvre ses classeurs, il n'y lira pas seulement une infidélité. Il y lira la preuve que les colonnes « amour » et « argent » ont fini par se confondre dans le même grand livre. Et, entre deux bilans, Martina continue de jouer la partition parfaite. Bals de bienfaisance, sourires à l'église, conseils pro bono aux petites boutiques du centre. Quand elle prend la parole, on l'écoute, on la cite. C'est important, cette réputation-là. Elle sera le coussin qui amortira la chute des autres. Elle sera le doute qui empêchera la ville de l'accuser trop vite lorsque le vent tournera. L'année charnière arrive sans bruit. La façade scintille encore. Mais si vous collez l'oreille contre le mur, vous entendez les conduits qu'elle a installés, ces tuyaux invisibles qui déplacent doucement des ressources, ces réglages psychologiques qui fatiguent les nerfs de Rainer et usent ce qu'il croyait solide. Il parle plus bas, s'agace pour rien, promet un voyage de remise à plat avec Véronique. Rien ne se remet. Tout se décale un peu plus. Et Martina, sans lever la voix, rapproche les pièces, vérifie les connexions, synchronise les horloges. Les plans n'ont jamais été aussi prêts à s'imbriquer. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la morale. Chacun se fera la sienne. C'est la précision. Une femme blessée, qui refuse le chaos, qui refuse le scandale immédiat et qui préfère un chantier long, patient, contrôlé. Elle ne veut pas de cris. Elle veut de l'irréversible. Chaque étape posée comme une pierre plate au milieu d'un ruisseau, stable, discrète. Et pourtant, si vous suivez la ligne, elle vous emmène exactement de l'autre côté. Alors, on arrive à l'été où tout ce qui a été pensé doit se mettre à bouger. Les voyages de Rainer se multiplient, sa liaison menace de s'effondrer sous son propre poids, et l'entreprise, de l'extérieur, paraît toujours prospère. Dedans, les chiffres sont vrais, oui, mais leur sens a basculé. Martina a pris soin de tout calibrer. Les transferts qui ne ressemblent pas à des transferts. Le programme qui, au moment opportun, fera remonter des anomalies en apparence naturelle. L'emploi du temps qui laisse une fenêtre nette, sans témoin, sans friction. Elle a même prévu ce qui restera sur la table. Une lettre courte, sèche, pas un adieu, juste un retrait. Vous connaissez ce type de silence. On n'entend rien. Et pourtant, on sent que quelque chose s'aligne. Que tout ce qui a été tissé va, d'un seul coup, glisser à sa place. Que la ville continue de cligner des yeux au soleil pendant qu'une main, dans l'ombre, appuie sur un bouton qui n'a pas de bruit. Et si vous tenez le fil depuis le début, vous savez que ce bouton ne déclenche pas une explosion. Il déclenche un enchaînement, une mécanique qui va s'enclencher sans qu'on puisse la stopper, avec la même précision que celle qui avait fait, autrefois, la beauté du couple et la fierté d'une entreprise. Quand Martina fermera la porte derrière elle, ce jour-là, rien dans la pièce n'aura l'air déplacé. Et c'est précisément pour ça que, dans les minutes, les heures, les jours qui suivront, tout se déplacera. René ne se doute pas qu'à l'instant même où il tente de sauver les miettes de sa liaison, sa femme est déjà ailleurs, en train d'exécuter une séquence minutieusement programmée. Ce matin d'août 2016, il claque la porte pour rejoindre les bureaux de l'entreprise. 30 minutes plus tard, Martina se lève, enfile ses chaussures et enclenche la partie finale. Elle transfère les derniers fonds, active un logiciel conçu pour révéler lentement des anomalies financières et prépare sa valise modeste. Tout est prêt depuis des mois, mais ce jour-là,
elle enclenche l'horloge. Elle laisse une lettre sèche, soigneusement calibrée pour paraître crédible, ni trop longue, ni trop courte, comme un mot d'épouse en crise, pas comme un testament. À midi, elle part pour ne jamais revenir. Sa voiture est abandonnée sur un parking de gare. Un autre véhicule l'attend, sous un autre nom. Dans un train pour Francfort, elle change d'apparence, se transforme en Anna Weber. C'est presque banal à voir, une femme qui se maquille dans un miroir de wagon. Et pourtant, à cet instant, c'est une identité entière qui disparaît. Rainer, rentrant déjeuner, lit la lettre. Il pense d'abord à une crise de nerfs, imagine une dispute différée. Il appelle, il cherche, il attend. Le lendemain, c'est un comptable externe qui sonne l'alerte. Des incohérences dans les bilans, des transferts étranges. René essaie d'écarter, mais les chiffres ne mentent pas. Les anomalies sont trop propres, trop régulières. La seule autre personne ayant accès à ses comptes, c'était Martina. L'évidence s'impose comme un point. Sa femme n'est pas seulement partie. Elle a emporté avec elle une décennie de leur empire. Quand la police entre dans la danse, tout se renverse. L'inspecteur Wolfgang Dietrich, vétéran des fraudes conjugales, comprend vite que le cas n'a rien d'ordinaire. On ne parle pas de quelques virements secrets, mais d'un schéma méthodique étalé sur 10 ans. Derrière les façades de consulting, d'optimisation et de diversification, Martina avait construit une toile qu'il faudra des mois à démêler. Et plus les enquêteurs tirent les fils, plus ils découvrent l'ampleur de son contrôle. Elle avait non seulement siphonné des fonds, mais aussi manipulé psychologiquement la liaison de son mari, introduit des fausses pistes, envoyé des cadeaux anonymes pour semer la discorde, créé de faux profils pour exacerber la méfiance. Ce n'était pas seulement de la fraude, c'était une vengeance d'horlogère. La communauté, en apprenant la nouvelle, reste abasourdie. On croyait connaître cette femme. Elle animait les galas de charité, conseillait les petits commerces, inspirait confiance. Et pourtant, sous ses sourires polis, elle avait planifié la ruine d'un mari infidèle, au point d'ébranler toute une économie locale. Les contrats s'annulent, les clients fuient, l'entreprise s'affaisse. Rainer, lui, se retrouve seul, humilié et rongé par l'idée que, depuis 2006, il n'était plus maître de rien, qu'il vivait dans une maison piégée, dans une vie scénarisée par une épouse silencieuse et patiente. Des mois plus tard, un détective privé parisien apporte une pièce supplémentaire au puzzle. La preuve que Martina avait intercepté, copié et parfois manipulé la quasi-totalité des communications entre Rainer et sa maîtresse. Des cadeaux, des messages falsifiés, des interventions invisibles qui avaient transformé leur relation en champ de mine. Et, cerise sur le dossier, dans un compte suisse, les enquêteurs trouvent un document signé de sa main, une confession volontaire. Elle y explique son plan comme un manuel. Elle ne cherche pas l'absolution. Elle expose simplement son raisonnement. 10 ans de vengeance froide. 10 ans pour équilibrer ce qu'elle considérait comme un vol émotionnel et financier. Elle termine sans une once de regret. René encaisse le coup comme une gifle prolongée. Le regard de l'homme, désormais brisé, laisse deviner une seule question. Combien de temps a-t-il été manipulé sans le savoir? La réponse, lui, la ville et même les enquêteurs la connaissent déjà. 10 ans. 10 ans où la femme qu'on croyait loyale avait, dans l'ombre, préparé un effondrement chirurgical. L'entreprise familiale s'écroule, les employés paient le prix, et Rothenburg reste marqué à jamais. Quant à Martina, désormais Anna Weber, elle vit en Suisse, intouchable, protégée par ses nouvelles attaches. Les autorités savent où chercher, mais pas comment l'atteindre. Et parfois, c'est ça, la vraie cruauté. Non pas disparaître complètement, mais rester visible de loin, juste assez pour rappeler qu'on a gagné. L'histoire de Martina Kroos n'est pas celle d'une explosion de colère. C'est l'histoire d'une vengeance planifiée comme une opération militaire, menée sans violence,
mais avec une précision redoutable. Une femme trahie qui a choisi de ne jamais pardonner et qui a transformé sa douleur en un plan financier, psychologique et social. Et cette histoire, qu'on la juge monstrueuse ou fascinante, nous laisse face à une vérité troublante. La patience, entre des mains froides et intelligentes, peut être une arme infiniment plus dévastatrice que la brutalité. Et vous, qu'en pensez-vous? Martina est-elle une criminelle impitoyable qui a sacrifié des innocents pour se venger? Ou bien une femme qui a trouvé une justice à sa manière face à une trahison qu'elle n'aurait jamais pu digérer autrement? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis. Et si vous aimez découvrir ces récits où l'ombre cache des années de stratégie et de secrets, abonnez-vous à Crimes Obscurs FR. Vous ne verrez plus certaines histoires de la même façon.